Bonjour, et bien, bienvenue encore dans cette séance du cours sur le sens de la vie. Donc aujourd'hui, on va commencer par finir le cours sur le sens de la vie dans la philosophie analytique, et on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc voilà, on reprend là où on s'était arrêté la semaine dernière, et où est-ce qu'on s'était arrêté la semaine dernière? Vers la fin du texte de R. Donc pour rappel, le texte de R, qu'est-ce que c'était? C'était une démonstration de l'utilisation de la philosophie du langage ordinaire pour résoudre un problème philosophique. Et le problème philosophique en question, c'était le problème de savoir si les choses pouvaient avoir de l'importance ou s'il était possible de dire que rien n'a d'importance et donc de céder à l'angoisse existentielle. Et la réponse de R consistait à dire, pour répondre à cette question, il faut analyser ce que ça veut dire pour quelque chose d'avoir de l'importance. Et sa réponse était de dire, quelque chose a de l'importance quand elle est importante pour nous, c'est-à-dire quand nous y prêtons de l'intérêt. Donc, comme on prête toujours de l'intérêt à quelque chose, à moins d'être une sorte de légume, il est faux de dire que rien n'a d'importance. Il y a toujours quelque chose qui a de l'importance pour nous, et donc il y a de l'importance, parce que l'importance n'est pas distincte de l'importance pour nous. Voilà. Donc une objection qu'on peut faire à R et qui discute dans son texte, c'est la suivante, c'est de dire, oui, mais est-ce que la réponse de R, elle ne confond pas deux choses, le fait qu'on trouve que quelque chose ait de l'importance, et le fait que cette chose ait réellement de l'importance. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les choses peuvent être importantes ou pas, indépendamment du fait qu'on les trouve importantes ou non? Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer entre le sentiment ou le jugement que quelque chose est important et le fait objectif pour cette chose être importante? Auquel cas, la réponse de R ne fonctionnerait pas. Parce que montrer qu'on pense que les choses ont de l'importance, qu'elles sont importantes pour nous, ne reviendrait pas à montrer qu'elles ont de l'importance tout court, objectivement. Alors la réponse de R à cette objection, elle est tout à fait en ligne avec ce que j'ai décrit sur la sémantique vérificationniste du cercle de Vienne. Elle va consister à dire que si on réfléchit à dire que ce que ça veut dire qu'une chose est objectivement importante, on voit pas la différence qu'il y a entre dire que c'est subjectivement important. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder quelles sont les différences observables entre les deux théories. Qu'est-ce qui se passe si je pense que les choses sont uniquement subjectivement importantes? Qu'est-ce qui se passe si je pense qu'il y a des choses qui sont objectivement importantes? Est-ce que ça fait une différence dans le monde observable? Pas vraiment pour R. Donc voilà ce qu'il écrit. Il y a une chose que je peux affirmer sans la moindre hésitation. Je ne comprends pas le sens de cette expression, l'objectivité des valeurs. Voilà, donc là il y a déjà. Et je n'ai jamais rencontré personne qui le comprenne. Donc voilà, si vous pensez que vous comprenez ce que ça veut dire une valeur objective versus une valeur subjective, pour R, vous croyez seulement que vous le comprenez. En fait, vous ne comprenez pas. Je pense sérieusement que les termes objectif et subjectif n'ont introduit que confusion dans la philosophie morale, qu'ils ont perdu le sens précis qu'ils ont pu avoir autrefois dans d'autres domaines, et qu'ils ont fait échouer toute discussion sérieuse du sujet. Pourquoi? Y aura-t-il quelqu'un qui puisse nous indiquer une différence entre les deux thèses, entre penser qu'il y a des valeurs objectives ou que toutes les valeurs sont subjectives, afin de voir clairement qu'il n'y a aucune différence? Il suffit d'écouter les prétendus subjectivistes et objectivistes formuler leur position et d'observer qu'ils disent la même chose sous une forme différente. Prenons l'exemple de valeurs morales. Voilà. On prend l'exemple des objectivistes et des subjectivistes au sujet des valeurs morales. Un objectiviste, par exemple, un intuitionniste, donc là, ce à quoi fait référence R, c'est une forme de réalisme moral, d'objectivisme moral, selon lesquels il existe des valeurs morales objectives, indépendantes de l'esprit humain, mais comme on fait des jugements moraux, il faut bien qu'on capte ces valeurs d'une façon ou d'une autre. Donc on a des intuitions morales qui nous guident sur ce qui est moralement objectif ou pas. Donc voilà, un objectiviste, par exemple un intuitionniste, dira « Quand je dis que telle action est immorale, je pose le fait que l'action a une certaine qualité non empirique appelée immoralité, et je découvre cette qualité en exerçant une faculté que je possède, appelée intuition morale. » Voilà, donc si je prends la thèse objectiviste intuitionniste selon laquelle il y a des valeurs morales objectives que je capte par l'intuition, qu'est-ce qui se passe dans le monde observable? Il se trouve que des fois, je formule des jugements moraux sur la base d'une intuition qui capte ces valeurs. Un subjectiviste dira « Quand je dis qu'une certaine action est immorale, j'exprime une attitude personnelle de désapprobation à son égard. » Nous nous sommes tous trouvés là à maintes reprises dans une situation où nous avons dit, la jugeant telle qu'une action était immorale. C'est là en quelque sorte le point fixe de la discussion, le seul point clair. Nous savons tous reconnaître l'activité que je viens de décrire, dire la jugeant telle qu'une action est immorale. Il est évident que c'est à elle que le subjectiviste et l'objectiviste font tous deux allusion. Juger qu'une action est immorale est une intuition morale pour l'objectiviste et pour le subjectiviste une attitude de désapprobation. Donc qu'est-ce qu'on peut observer en fait dans le monde observable? On peut juste observer que des fois les gens font des jugements moraux et sur la base de leurs sentiments.
Et c'est à la fois les conséquences prédictives de l'objectivisme, qui dit voilà, il y a des valeurs objectives, je les capte par l'intuition, et sur la base de cette intuition de sentiment, je vais formuler un jugement moral. Et c'est ce que prédit le subjectivisme. Pour lequel, en fait, tout ce qu'on fait quand on fait un jugement moral, c'est exprimer une attitude. Et on voit bien que les deux théories prédisent à peu près la même chose sur ce qu'on va observer et sur notre expérience ordinaire de la façon dont nous faisons des jugements moraux. Or, comme les deux théories prédisent la même chose observable et qu'il n'y a pas d'autres observations qui permettraient de les trancher, pour R, elles reviennent à dire la même chose. Il n'y a aucun contenu concret qui permettrait de distinguer les deux théories. Il y a juste des mots compliqués, mais en fait, ce qu'elles permettent de prédire, les faits qu'elles prédisent, les faits observables qu'elles prédisent sont exactement les mêmes. Donc il n'y a pas de raison de faire une distinction entre les deux. Donc l'objection selon laquelle la solution de R serait pas acceptable parce qu'elle ne ferait pas la distinction entre le subjectivisme et l'objectivisme, bah pour R c'est pas un problème, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de distinction entre le subjectivisme et l'objectivisme, c'est une distinction pour laquelle il y a des termes, mais en fait il n'y a pas de sens à ces termes. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple de philosophie du langage ordinaire, hein, qui était une phase importante dans l'histoire de la philosophie analytique. Et là nous arrivons, on va dire, à la fin de l'histoire de la philosophie analytique telle que je la présente dans ce cours, qui est ce que j'appelle l'ère de l'éclectisme, et c'est l'idée que la philosophie du langage ordinaire, qui est quand même une sorte de point de repère pour la philosophie analytique à cette époque, décline et perd de son influence au cours des années 60. Et du coup, la philosophie analytique va en fait exploser dans plein de directions différentes. De telle sorte qu'elle va perdre toute référence à une méthode ou à une méthode philosophique précise. Hein, par exemple, là, on avait, au cours de l'histoire de la philosophie analytique, tel que je l'avais présenté, on avait l'analyse logique avec Russell et Wittgenstein, l'analyse sémantique du cercle de Vienne, la philosophie du langage ordinaire avec Wittgenstein, Austin, etc. Donc on avait un certain nombre de thèses et de méthodes centrales à partir desquelles on pouvait identifier la philosophie analytique. Et avec le déclin de la philosophie du langage ordinaire, qui suit le déclin des théories du cercle de Vienne aussi, etc., on arrive à un moment où il n'y a pas vraiment d'unité de la philosophie analytique en termes de méthode et en termes de champ. Et on assiste du coup à partir de ces années-là à un renouveau de champs philosophiques qui était jusqu'alors laissé de côté. Hein, donc le plus flagrant par exemple, c'est l'émergence de la métaphysique analytique. Alors on a vu qu'il y avait un peu de métaphysique chez Russell et Wittgenstein, mais en général, à partir du cercle de Vienne et avec la philosophie du langage ordinaire, il y avait l'idée que les questions métaphysiques étaient en général dépourvues de sens. Hein. Par exemple, si je me demande est-ce que le futur existe déjà ou est-ce qu'il existera plus tard, du point de vue, par exemple, du cercle de Vienne, c'est des choses qui n'ont aucun sens comme question. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence observable entre le cas où le futur existe déjà mais on n'y est pas encore, et le cas où le futur se crée au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, qui est une question discutée en métaphysique et analytique aujourd'hui? Pas grand-chose, c'était pas vraiment une vraie question. Et pourtant, là, contre toutes les tendances un peu anti-métaphysiques qu'avait développé la philosophie analytique, on voit l'émergence d'une métaphysique. Par exemple, un livre important, c'est celui de Lewis en 86, où il va défendre l'idée selon laquelle les mondes possibles existent, il existe une infinité de mondes possibles. Donc vraiment, on est dans l'explosion métaphysique et ontologique, là où avant, la philosophie analytique était plutôt du genre à essayer de limiter ces choses-là. On a le renouveau de la philosophie politique avec la théorie de la justice de Rawls, on a un développement d'une esthétique analytique, etc. Donc ça va dans tous les sens, la philosophie analytique couvre de nombreux champs, de plus en plus de champs différents, et ça devient difficile de voir qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces recherches pour qu'on puisse continuer à appeler ça la philosophie analytique, comme si c'était un seul mouvement philosophique. Alors, c'est encore plus difficile que au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on est arrivé au stade où la philosophie analytique, c'est un peu le style par défaut dans la plupart des départements de philosophie à travers le monde. Alors ça peut être un peu bizarre pour ceux d'entre vous qui viennent par exemple de France, ou même ça n'a pas l'air d'être forcément le cas en Suisse, mais si on regarde en moyenne, la philosophie telle qu'elle est pratiquée dans les départements philosophiques à l'échelle mondiale, elle est majoritairement pensée en référence au style et au courant analytique. Mais du coup, plus il y a de monde qui fait quelque chose, plus c'est difficile de définir exactement ce que c'est. Hein. C'est-à-dire que la philosophie analytique est devenue un champ tellement large que c'est pas très clair de pouvoir si on peut déterminer un point commun qui permettrait de les identifier. Alors un bon exemple de ce problème, c'est par exemple si vous allez sur PhilPapers, qui est la base de données d'articles philosophiques la plus vaste sur Internet, hein, donc c'est une sorte de base de données où les gens postent leurs articles,
vous verrez il y a une rubrique où il y a tradition philosophique dans laquelle vous trouvez les philosophies exotiques, donc non mainstream, ou dans laquelle il y a la philosophie africaine, la philosophie asiatique, etc. Et vous verrez que la philosophie continentale est là. Mais par contre, il n'y a pas de philosophie analytique dans la tradition philosophique. Pourquoi? Parce que pour cette base de données, la philosophie analytique, c'est juste la façon par défaut, basique, normale de faire de la philosophie. La philosophie continentale n'est juste une variation, est juste un sous-cas un peu exotique, un peu étrange. Hein. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la plus grosse partie de ce qui est produit en philosophie est de la philosophie analytique. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la philosophie analytique? Bah, une façon de le dire, c'est de la définir, c'est juste d'être vraiment très sceptique en disant il n'y a pas vraiment de point commun qui existe entre tout ce qui est fait qui permet de les regrouper sous le terme de philosophie analytique, c'est juste que c'est une notion historique, c'est que ce qui est fait aujourd'hui découle d'une même tradition qu'est la philosophie analytique, mais de la même façon que vous ressemblez pas forcément à vos cousins alors que vous êtes issus de la même ascendance. Bah, il peut y avoir de la philosophie analytique très très différente, qui n'a pas vraiment de point commun, hormis le fait qu'elle descend d'une même branche, d'une même tradition. Alors certains tentent tout de même de définir la philosophie analytique par un certain style, par certaines normes, ou par opposition avec d'autres courants, notamment bien sûr la philosophie continentale. Donc là, là je vous ai mis un extrait d'un article de Pascal Angel sur le rapport entre philosophique et normes cognitives, dans lequel il dit, voilà, la philosophie analytique, c'est la tradition dans laquelle on favorise les arguments, une tradition d'arguments philosophiques, par lesquels on essaie de discuter à par exemple, contre-argument. Alors selon lui, une des caractéristiques de la philosophie analytique, c'est elle calque en quelque sorte le mode de recherche qui est celui des sciences exactes. Pas dans le sens où il faudrait utiliser des méthodes empiriques, hein, pas du tout, mais plutôt dans le sens où, vous voyez un article scientifique, souvent c'est on pose une hypothèse claire et une façon de la tester, on la teste et puis on regarde si les données la soutiennent ou pas. De la même façon, dans la philosophie analytique, chaque écrit analytique se concentre sur une thèse précise en disant voilà, aujourd'hui je vais tester cette thèse ou je vais défendre cette thèse et va produire les arguments pour et contre cette thèse, essayer de dire si cette thèse est bonne ou pas. Hein, voilà, c'est vraiment le modèle de voilà, on a un problème particulier et on va essayer de regarder si, si telle ou telle réponse à ce problème est bonne ou pas sur la base d'un certain nombre de données qui sont les arguments en faveur ou en défaveur de cette solution. Voilà. Un autre extrait qui vient d'un livre de Ruven Augien et Tapolé sur les concepts de l'éthique, c'est le passage suivant dans lequel il y a un peu cette idée selon laquelle en fait ce qui distingue la philosophie analytique, c'est encore une forme d'organisation qui est plus proche de celle de des sciences actuelles, qui peut être les sciences sociales aussi bien que les sciences dures, c'est-à-dire que on pense la philosophie sous une forme d'une communauté d'individus qui travaillent ensemble à résoudre des problèmes et pas par une sorte d'histoire qui marche par mégastar qui vient à chaque fois bouleverser le domaine. Donc c'est une entreprise collective, pas une succession de génies individuels. Donc voilà ce qu'ils écrivent. On pense souvent que le travail en commun c'est bon pour les sciences mais pas pour la philosophie. La collaboration intellectuelle nuirait autant à la rigueur et à la créativité philosophique qu'elle nuit à la production artistique. C'est-à-dire voilà, on pense que la philosophie devrait être faite sur le modèle un peu de l'art ou de la littérature avec des grands génies qui ont des fulgurances et qui bouleversent le champ. C'est une opinion que nous ne partageons pas. S'il y a un modèle à suivre en philosophie, à notre avis, ce n'est pas celui de l'artiste romantique qui œuvre en solitaire loin des foules vulgaires, mais ce n'est pas non plus celui de l'équipe de recherche massive dont les membres sont plus ou moins concernés par les résultats. C'est plutôt celui des mathématiques, de petites équipes de 2 ou 3 chercheurs qui passent leur temps devant un tableau noir à discuter, à faire des calculs et à boire des cafés pour les plus sobres. Nous n'avons pas de calcul en philosophie, dira-t-on, c'est vrai, mais nous avons des thèses et des hypothèses à formuler le plus précisément possible, et dont il faut envisager les conséquences théoriques et pratiques. Nous avons des arguments pour et contre ces hypothèses, des exemples et des contre-exemples, ainsi que des expériences de pensée. Rien dans ces outils de travail ne requiert un travail en solitaire, et bien des formes de coopération semblent possibles. Nous avons opté pour un modèle démocratique contre certaines mauvaises habitudes très hiérarchiques du petit monde qui nous entoure. On prend les décisions ensemble selon des modes de délibération collectifs, parfois compliqués, parfois inefficaces, mais tellement plus adéquats lorsqu'il s'agit de réflexion philosophique. Voilà, donc là l'idée c'est que la philosophie analytique tire du modèle des sciences, de la recherche en sciences telle qu'elle est actuellement pratiquée, un certain nombre de pratiques, qui est le fait
de ne pas suivre de grandes figures comme étant les moteurs de la recherche, mais en pensant que la recherche est une entreprise collective où on discute les uns avec les autres et où la vérité naît du conflit et de la discussion des individus entre eux, pas des fulgurances de génies qui justement viennent révolutionner le champ sans écouter du tout ce qui a été fait avant eux. Alors, pour Pascal Angel, en fait, ce style analytique, il découle en fait d'un certain nombre de normes. Et l'idée de Pascal Angel, c'est que pourquoi est-ce que les philosophes analytiques préfèrent travailler pas sur des grandes théories qui vont tout bouleverser, mais sur des problèmes distincts, précis, en formulant bien les thèses? Pourquoi est-ce que les philosophes analytiques préfèrent une organisation du travail où la recherche est faite par un ensemble de personnes qui travaillent sans qu'il y ait de grands génies qui viennent éclipser le champ? Parce que d'après lui, ça découle tout simplement du fait que les philosophes analytiques, en comparaison avec les autres, qui sont du coup les philosophes continentaux, tiennent à certaines valeurs et à certaines normes auxquelles les autres philosophes tiennent moins. Hein. Et l'idée, c'est que le philosophe analytique, ce qui distingue le philosophe analytique, c'est qu'il est explicitement en faveur des valeurs suivantes. C'est de l'idée qu'il faut produire des thèses vraies, et qu'il faut proposer des arguments, et qu'il faut justifier ces thèses sur la base d'arguments. Donc ce à quoi il s'oppose, ce serait, selon lui, des philosophes continentaux qu'il appelle les métasceptiques, selon lesquels, en fait, la vérité n'existerait pas vraiment, et rien ne pourrait vraiment être justifié, parce que ce qui soutient les théories, c'est pas des justifications théoriques, mais c'est des rapports de pouvoir, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est peut-être une façon de définir la philosophie analytique. Après, je ne sais pas vraiment si beaucoup de philosophes continentaux ou de philosophes non analytiques accepteraient l'idée selon laquelle ils ne croient pas du tout à l'idée de vérité ni à l'idée de justification. Donc voilà, il y a tout un problème sur le fait de définir la philosophie analytique, et j'ai pas vraiment de réponse pour le donner. C'est vrai qu'on arrive généralement dans la vie de tous les jours, en tant que philosophe, à reconnaître ce qui a un style plus analytique et ce qui a un style plus continental. Mais bon, c'est peut-être juste l'habitude basée sur des aires de famille. Il n'y a peut-être pas vraiment de définition et de critères absolus de ce qui compte comme de la philosophie analytique. Quoi qu'il en soit, ce relâchement ce relâchement du sens de ce qu'est la philosophie analytique, elle va de pair, comme on l'a vu, avec une extension du type de questions que les philosophes analytiques s'autorisent à traiter, hein, du coup, par rapport à des périodes comme le cercle de Vienne où un certain nombre de questions étaient rejetées comme n'ayant pas du tout de sens. Et c'est ce relâchement en fait qui permet l'émergence de discussions à l'intérieur de la philosophie analytique sur ce qu'est le sens de la vie. Et donc l'auteur dont je vais vous parler pour la fin de cette séance, c'est Susan Wolf. Et Susan Wolf, c'est quelqu'un qui en philosophie analytique a fait de grandes contributions très importantes à la philosophie morale et a entre autres ravivé l'intérêt des philosophes pour la question du sens de la vie. Donc s'il y a vraiment intéressé, le livre clé, c'est Meaning in Life and Why It Matters par Susan Wolf, qui est en fait la compilation de conférences qu'elle a données sur le sujet et de réponses à ces conférences par d'autres philosophes et de réponses à ces réponses par elle-même, qui est vraiment une des œuvres majeures sur le sujet, et donc c'est une des œuvres qui a ravivé l'intérêt des discussions sur qu'est-ce que le sens de la vie. Et alors Wolf, dans ses écrits, donc moi je vous ai donné un article qui s'appelle The Meaning of Lives, qui reprend en partie les thèses qui sont développées dans ce livre. Wolf, elle commence par défendre une distinction assez répandue dans la philosophie anglophone entre deux types de questions qui sont assez difficiles, la distinction est assez difficile à traduire en français, c'est la question du meaning of life et celle du meaning in life. La question du meaning of life, c'est celle qui porte, selon Wolf, sur la raison ultime de notre existence. Pourquoi existons-nous? Quel rôle sommes-nous destinés à remplir de l'univers? Donc la question du meaning of life, c'est celle du sens de la vie en général, du sens de la vie humaine. Pas juste la mienne, mais celle de la vie humaine en général. C'est, voilà, les humains existent, ils vivent dans l'univers. Pourquoi la vie humaine existe? Est-ce qu'il y a une raison derrière? Est-ce que la vie humaine a émergé pour remplir un certain rôle, un certain but? Quelle fonction est censée remplir la vie humaine dans le fonctionnement du cosmos et de l'univers? Et pour Wolf, la réponse à cette question est forcément décevante et négative, parce que, en tant que philosophe séculaire, laïque, hein, telle qu'elle se définit, elle ne s'autorise pas à croire ou à poser l'existence d'une divinité. Et donc, comme nous sommes, du coup, comme notre existence n'est que le fruit de hasard mécanique, hein, c'est l'évolution qui a amené notre existence à apparaître, il n'y a pas de but à notre vie. La vie humaine n'a pas de sens en ce sens-là. Dans le sens, elle n'a pas de sens
au sens où elle aurait été créée, où les humains seraient là pour un but précis, pour remplir une fonction dans une sorte de récit et d'eschatologie cosmique. Ça, il n'y a pas. Bien sûr, si vous croyez en Dieu, alors notre existence a un sens dans ce sens-là. Il y a un meaning of life. La vie humaine a été créée par une entité supérieure, par Dieu par exemple, pour remplir un certain but. À moins que vous ayez une cosmologie complètement délirante dans laquelle Dieu a, je sais pas, créé l'humain complètement par accident en laissant tomber de la glaise quelque part. Mais en général, si vous avez une cosmologie où Dieu intervient, il a quand même un rôle spécifique, un but à la vie humaine. Même si, par exemple, ça pourrait être juste de le vénérer parce qu'il se sentait trop seul. Mais bon, si vous ne croyez pas en Dieu, eh ben pour Wolf, c'est clair, la vie humaine n'a pas de sens dans ce sens-là. Elle n'a pas été créée pour un but précis, elle n'a pas été créée pour remplir un but, pour remplir une fonction. Voilà, c'est ce qu'elle dit dans ce passage de l'article que je viens de paraphraser, donc je ne vais pas commencer à le traduire. Voilà. Mais pour Wolf, ça n'empêche pas que nos vies puissent avoir du sens. C'est le meaning in life. Alors moi, j'essaie de le traduire entre une vie qui a un sens, c'est le meaning of life, et une vie qui a du sens, c'est le meaning in life. Je me débrouille comme je peux. Donc l'idée, c'est que même si la vie humaine en général n'a pas de sens au sens où elle ne remplit pas un but dans l'univers, ma vie en tant qu'individu peut être une vie qui a du sens. Et dans ces conférences dont j'ai parlé, Wolf considère que la philosophie morale n'a pas pris cette question assez au sérieux dans les dernières années, et que ça se ressent parce que la philosophie morale s'est égarée trop longtemps en divisant les composants de la vie bonne entre d'un côté l'intérêt personnel et de l'autre la morale. Alors je ne sais pas si vous savez, mais en général c'est de bon dos de taper sur la conception de l'homme comme étant un être qui ne cherche que son bien-être, en disant voilà, la vision de l'homo economicus selon laquelle voilà, l'homme c'est juste un individu qui cherche son plaisir et son intérêt personnel, et tout est expliqué par ça. On dit non, c'est une vision assez pauvre, l'homme est aussi capable d'altruisme et de morale, donc voilà, pour avoir une vision plus riche de la vie humaine, il faut ajouter à côté de l'intérêt personnel, la morale. Ah bah pour Wolf, c'est quand même une vision très très triste et très très pauvre de la vie humaine. Alors c'est mieux que de penser que l'homme n'est dirigé que par son intérêt personnel, mais selon elle, cette bipartition, elle oublie quand même un troisième composant important à la vie bonne, c'est juste les activités qui donnent du sens à notre vie, qui sont des activités qui ne sont qui ne découlent pas de l'intérêt personnel, mais qui ne découlent pas non plus de la morale, qui est donc le troisième volet de la vie bonne. Alors pour comprendre d'où vient Susan Wolf, il faut voir qu'un de ses articles les plus célèbres, des articles qui les a propulsés et qui est vraiment très très bon à lire, d'ailleurs il y a une traduction française disponible en ligne, donc je vous invite à le lire, c'est son article sur les Moral Saints, ou les saints moraux, et c'est un article assez rigolo dans lequel Wolf essaye d'expliquer pourquoi s'il y avait des êtres qui étaient des individus, des êtres humains qui étaient entièrement dirigés par la morale, par le devoir moral, ça serait vraiment des gens qu'on n'aurait pas envie de côtoyer. C'est pour dire, voilà, si on imaginait des gens qui étaient complètement dirigés par la morale, ou qui feraient qui n'agiraient que par devoir moral, ça serait des personnes quand même assez bizarres, qu'on plaindrait, qu'on ne voudrait pas côtoyer. Alors voilà comment commence l'article de Wolf. Des saints moraux, je ne suis pas sûr qu'il en existe, mais si tel est le cas, je suis heureuse que ni moi, ni ceux dont je me soucie le plus n'en soyons. Par saint moral, j'entends une personne dont l'action est aussi moralement bonne que possible, c'est-à-dire une personne qui possède le maximum de valeur morale possible. Bien que dans un instant je m'en aille dresser le portrait varié des types de personnes que l'on pourrait convoquer pour satisfaire à cette description, il me semble qu'aucun de ces types puisse fournir sans équivoque un modèle personnel irrésistible. En d'autres termes, je crois que la perfection morale, dans le sens de sainteté morale, ne constitue pas un modèle de bien-être personnel vers lequel il serait particulièrement rationnel ni même bon ou souhaitable de tendre pour un être humain. En dehors du contexte propre au débat moral, le propos passera pour une évidence aux yeux de bon nombre de gens, mais au sein de ce contexte, c'est-à-dire au sein du contexte du débat philosophique sur l'importance de la morale, si on m'accorde la justesse du dit propos, ce sera avec une certaine gêne, car au sein du contexte moral, il est généralement admis que l'on doit être aussi moral que possible, et les limites que nous fixons à l'exigence morale sont des caractéristiques de la nature humaine dont nous n'avons pas à être particulièrement fiers. C'est-à-dire qu'en général, les philosophes moraux disent qu'il faut toujours être le plus moral possible. Et bon, de temps en temps, on est d'accord pour dire qu'il y a des limites à ce que nous demande la morale, mais c'est juste parce que ce serait trop nous demander, étant donné nos natures basses et égoïstes, il faut quand même nous tolérer un peu de vice, un peu d'égoïsme. Voilà, mais ce que dit Wolf, non, c'est qu'il y a d'autres limites à la morale qui viennent pas du fait juste qu'on est des sales types.
Si, comme je le pense, les idéaux qui sont déduits du sens commun des théories morales populaires en philosophie ne supportent pas ces hypothèses, alors il faudra changer quelque chose. Soit nous devrons changer nos théories morales de manière à les faire concorder avec des idéaux plus acceptables, soit, comme je le démontrerai, nous devrons changer notre conception de ce que nous entendons par l'affirmation d'une théorie morale. Alors voilà ce que dit Wolff plus tard dans l'article quand il essaie de décrire des gens qui sont des saints moraux. Peut-être que ce que je viens de dire est assez pour que certains commencent à considérer l'absence de saints moraux dans leur vie comme une bénédiction. Car il arrive un moment dans l'énumération des vertus que le saint moral est censé avoir, où l'on pourrait naturellement commencer à se demander si le saint moral n'est pas, après tout, trop bon. Si ce n'est trop bon pour son propre bien, du moins trop bon pour son propre bien-être. Parce que les vertus morales, étant donné qu'elles sont par hypothèse toutes présentes dans le même individu et à un degré extrême, sont de nature à évincer les vertus non morales, ainsi que bon nombre de caractéristiques personnelles et des intérêts dont nous pensons en général qu'ils procèdent d'une personnalité saine, épanouie, et au talent richement développé. En d'autres termes, si le saint moral consacre tout son temps à nourrir les affamés, ou à porter des soins aux malades, ou à lever des fonds pour Oxfam, alors forcément il ne consacre pas ce temps à la lecture de romans victoriens, à jouer du hautbois, ou à améliorer son revers. Bien qu'aucun de ses intérêts ou goûts pour la catégorie contenant ces dernières activités ne puisse être avancé comme un élément nécessaire à une vie bien vécue, en revanche, une vie dans laquelle aucun de ces aspects possibles de la personnalité ne serait développé pourrait paraître comme étrangement stérile. Donc ce que dit Wolff, c'est si on imagine quelqu'un qui est parfaitement moral, qui passe son temps à aider les autres, à sacrifier, à les donner, à participer à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, à tout ce qu'on veut, une personne parfaitement morale, elle ne devrait pas consacrer de temps à ses passions particulières, par exemple à développer ses goûts pour l'art, pour le sport, etc. Et ce que dit Wolff, ça me paraît pas une vie en fait très souhaitable en fait. Donc, il semble que à côté de la moralité, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose dans notre vie que juste être moral. Et on pourrait dire oui, mais bon, tout ça, ça fait partie des choses qui tombent dans la catégorie de l'intérêt personnel, de l'égoïsme. Bah, pas pour Wolff. Et pour ça, elle a un certain nombre d'arguments qu'elle donne dans les conférences que j'ai décrites, qui est la chose suivante. On peut montrer que certaines activités qu'on considère comme contraires à la morale, ou en tout cas pas morales, on ne les considère pas non plus comme relevant purement de l'intérêt personnel. Alors l'exemple qu'elle donne ici, c'est que il semble qu'on soit plus tolérant envers certaines activités non morales qu'envers certaines autres, ce qui suggère que dans les activités non morales, il y a au moins deux catégories. L'exemple qu'elle donne, c'est voilà, si on apprend qu'une femme manque ses heures de travail, en fait, voilà, elle est absente du bureau à certaines heures pour aller faire quelque chose d'autre que travailler, hein, c'est-à-dire qu'elle s'absente du bureau aux heures de travail pour aller faire quelque chose, ben, il y a certaines choses qui nous paraîtront moins blâmables que d'autres, même si en tout cas c'est blâmable parce qu'elle est en train de manquer à son devoir d'employé. D'après Wolff, il semble qu'on serait plus critique si on apprenait qu'elle séchait les heures de bureau pour aller au spa, se détendre dans un bain chaud, que si on apprenait qu'elle ratait les heures de bureau pour aller suivre des conférences de philosophie. Hein. Voilà. Dans les deux cas, ce serait une violation de ses devoirs moraux en tant qu'employé, mais en même temps, il semble que cette violation serait plus permissible si c'était pour quelque chose d'aussi important, on va dire, que de suivre de la philosophie, que si c'était pour quelque chose d'aussi trivial et superficiel que d'aller prendre un bain chaud, aller au spa. De la même façon, on peut dire, nous condamnons en général les gens qui dépensent leur argent dans des frivolités, mais on aurait peut-être moins tendance à condamner la personne qui dépense plein d'argent pour s'acheter le musicien amateur qui dépense plein d'argent pour s'acheter un violon hyper chic, vraiment une espèce de violon rare, ancien, donc voilà, il claque beaucoup de son argent dans ce violon-là, que si on apprenait que quelqu'un avait dépensé la même somme pour s'acheter une télé à écran plat. Alors bon, c'est peut-être des jugements de valeur contingents, mais ce que dit Wolff, c'est du coup, on fait quand même, dans l'ordre des choses non morales, on fait quand même une distinction entre différents types de valeurs, entre des choses qui paraissent superficielles et relevées juste de l'intérêt personnel, et d'autres types d'activités qui semblent être à la fois plus importantes et avoir plus de valeur que juste le simple intérêt, et en même temps ne pas être des choses qui découlent de la moralité. Et c'est pour ça que selon Wolff, il faut distinguer d'un côté la morale, de l'autre l'intérêt personnel, l'égoïsme, les désirs personnels, le plaisir, etc. Mais aussi une catégorie d'activités qui sont les activités qui donnent à notre vie du sens et qui ne sont réductibles ni à la morale ni au simple intérêt. Et donc qui vont inclure par exemple le fait de se consacrer à l'art, à la philosophie, etc. Mais du coup, quelles sont ces activités qui font qu'une vie a du sens ? Qu'est-ce qui fait qu'une activité
est une activité qui donne du sens à notre vie? Eh bien, selon Wolf, dans ses conférences, il y a un premier composant très important, c'est le fulfillment ou l'accomplissement. C'est-à-dire que les activités qui donnent un sens à notre vie, c'est des activités dans lesquelles il y a un certain sens d'accomplissement. C'est pourquoi, dans l'article que je vous ai donné, un des exemples qu'elle utilise de vie qui n'a pas de sens, de vie qui est exempte de sens, c'est celle qu'elle appelle le cas du blob. Et qu'est-ce que c'est le blob pour Susan Wolf? C'est une personne qui vit de façon hyper passive. Alors, elle a une vie plutôt plaisante, mais elle passe son temps sur son canapé à regarder la télé, à boire de la bière, sans vraiment rien faire de très important de sa vie. Donc peut-être que sa vie à lui est agréable, mais on ne dirait pas, selon Wolf, que c'est une vie qui a du sens. Cette vie parfaite d'oisiveté où la personne ne fait rien de spécial, se contente de glander. Pour Wolf, c'est une vie qui n'a un exemple de vie qui n'a pas de sens, et elle s'attend à ce que vous partagiez ses intuitions sur le sujet. Et pourquoi cette vie n'a pas de sens? Pour Wolf, une des raisons pour lesquelles cette vie n'a pas de sens, c'est que la personne, le blob qui vit cette vie de parfaite oisiveté sur son canapé, à manger des chips, boire de la bière et regarder la télé, elle ne s'engage pas dans des projets qui pourraient lui donner un certain sens d'accomplissement. Et donc voilà, le premier composant, c'est il faut avoir des activités qui nous donnent un certain sens d'accomplissement. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que le sens de l'accomplissement suffit? C'est ce que soutiennent un certain nombre de personnes qu'on va appeler les subjectivistes en philosophie analytique, pour lesquels il suffit d'avoir des activités dans notre vie qui nous font ressentir de l'accomplissement pour penser que notre vie a du sens. Voilà, il suffit de penser que notre vie a du sens pour que notre vie ait un sens. Donc voilà, là je paragraphe un article de Richard Taylor. Donc Richard Taylor, qui est un philosophe analytique, prend comme exemple classique de vie qui n'a pas de sens l'exemple de Sisyphe, donc on va y revenir avec Camus. Donc Sisyphe, condamné par les dieux à cette activité absurde qui consiste à pousser un rocher en haut d'une montagne, et quand le rocher arrive en haut de la montagne, paf, il retombe tout en bas de la montagne, il roule jusqu'en bas, et Sisyphe doit recommencer, et ainsi éternellement. Donc ça, c'est l'exemple parfait de vie qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que Sisyphe est engagée dans une activité qui n'a pas vraiment de but. Elle ne vise rien, elle ne peut jamais être accomplie. C'est une activité qui est complètement éternelle, qui est cyclique. Il n'y aura jamais rien de réalisé par cette activité. Donc il semble que vraiment, c'est une activité qui ne produise rien, qui ne donne rien. Donc pour Richard Taylor, c'est un bon exemple de vie qui n'a pas de sens. Mais maintenant, ce que dit Richard Taylor, c'est la chose suivante. Supposons en fait qu'avant de condamner Sisyphe à pousser son rocher éternellement en haut de la montagne, les dieux aient injecté à Sisyphe une substance ou lui aient jeté un sort qui fait que Sisyphe maintenant a une passion dans la vie, c'est pousser des rochers en haut des collines. Vraiment, c'est son truc, il adore ça, ça le fait vraiment triper beaucoup. Chaque fois qu'il pousse un rocher en haut d'une colline, il ressent un grand sentiment d'accomplissement et il est très pressé de recommencer avec le même rocher. Donc voilà, on a Sisyphe, mais il est très content de sa condition et il ressent beaucoup d'accomplissement au fait de pousser des rochers en haut des collines. Et pour Taylor, du coup, la vie de Sisyphe devient immédiatement une vie qui a du sens. Pourquoi? Parce qu'une vie qui a du sens, pour Taylor, c'est une vie à laquelle on prend de l'intérêt. C'est une vie dans laquelle on fait des choses des choses qui nous donnent un sentiment d'accomplissement. Des choses, voilà. Du coup, le fait de savoir si une vie a du sens dépend uniquement d'un élément subjectif, c'est le fait de savoir si vous avez un sentiment si les activités dans lesquelles vous vous engagez vous donnent un sentiment d'accomplissement. Du coup, ça voudrait dire que, par exemple, le blob de Susan Wolf, donc là, on considère que sa vie n'a pas de sens dans l'exemple de Susan Wolf parce qu'il ne semble pas vraiment ressentir un sentiment d'accomplissement dans ce qu'il fait, mais on pourrait imaginer quelqu'un qui ressent un sentiment d'accomplissement à chaque fois qu'il a réussi à finir un marathon d'une série télé. Voilà, donc voilà, j'ai fait tout Game of Thrones en 2 jours, je ressens un grand sentiment d'accomplissement. Et dans ce cas-là, si on pensait que le blob de Susan Wolf avait ce sentiment d'accomplissement, alors sa vie aurait du sens. Voilà, tout ce qui compte, c'est d'avoir le sentiment d'accomplissement. Alors Susan Wolf, autant elle est d'accord pour dire qu'une vie qui a du sens, c'est une vie qui contient des activités qui nous donnent un sentiment d'accomplissement, autant elle n'est pas super chaude pour dire que ça suffit. Parce qu'elle veut pas, pour elle, ça paraît complètement absurde et très contre-intuitif de dire que, par exemple, la vie du Sisyphe, qui est passionné par le fait de pousser des rochers en haut des montagnes, est une vie qui a du sens. Elle pense que nous avons un certain nombre d'intuitions
qui suggère qu'il ne suffit pas d'être passionné par quelque chose ou d'avoir le sentiment subjectif qu'on fait une tâche qui nous donne un sentiment d'accomplissement pour que notre vie ait automatiquement du sens. Alors elle aime bien donner des exemples. Hein. Alors certains exemples qu'elle donne dans ses conférences sont assez rigolos. Elle dit par exemple, voilà, j'ai déjà pris l'exemple de la personne qui adore, qui a une passion pour fumer de la drogue toute la journée. Même si elle ressent un sentiment d'accomplissement à avoir tenté toutes les drogues possibles, on ne dirait pas que sa vie a du sens, selon son Wolf. Autre exemple, une personne qui est passionnée de mots croisés, ou pire, selon Wolf, de Sudoku, et qui ressentirait un grand sentiment d'accomplissement chaque jour parce qu'il a réussi à faire 50 Sudoku d'affilée, ce serait sa vie, cette personne consacrerait sa vie à faire du Sudoku et en tirerait vraiment un accomplissement. Ce serait vraiment, encore une fois, une vie qui, pour laquelle, d'après Wolf, on aurait l'intuition qu'elle n'a pas vraiment de sens. Ou alors, voilà, elle prend d'autres exemples, quelqu'un qui dédie sa vie à faire des copies manuscrites de Guerre épée. Voilà, il aime beaucoup recopier Guerre épée à la main et faire des jolies copies manuscrites du livre. Ou une femme qui se consacrerait entièrement au bien-être de son poisson rouge. Voilà, c'est des gens qui auraient un sentiment d'accomplissement, selon Wolf. Mais ce sentiment d'accomplissement ne suffirait pas à rendre leur vie à donner un sens, à donner du sens à leur vie, parce que on voit bien qu'on a l'intuition que ce ne sont pas des vies qui ont du sens de l'extérieur. Voilà. D'autres exemples que prend Wolf, c'est voilà, il suffit de feuilleter le Guinness Book des records et je sais pas, on apprend que des gens ont consacré leur vie à faire des choses complètement stupides, par exemple à être le meilleur en course de tondeuse à gazon apparemment, ou gagner le concours de mangeur de saucisses, hein, manger le plus de saucisses le plus rapidement. Peut-être que des gens tirent un sentiment d'accomplissement de ces activités, mais est-ce que leur vie a vraiment du sens, hein? Pour prendre un autre exemple intéressant, je sais pas, y a plein de vidéos de speedrun de jeux vidéo qui fleurissent sur YouTube. On peut penser que ça demande un investissement dingue d'être un vrai speedrunner de jeux vidéo et finir Mario Bros en 10 minutes. Peut-être que les gens, quand ils réussissent à devenir le meilleur speedrunner sur un jeu vidéo, ils ont un grand sentiment d'accomplissement, mais est-ce qu'on veut vraiment dire que les vies de personnes qui consacreraient leur vie à être speedrunner de jeux vidéo ont vraiment un sens? Je pense que ce serait un exemple sur lequel Wolf s'accorderait. Voilà, donc selon Wolf, ça ne suffit pas d'avoir un versant subjectif qui est le sentiment d'accomplissement. Une théorie du sens de la vie, elle doit être double, elle doit intégrer un versant subjectif, le sentiment d'accomplissement, mais aussi un versant objectif. Il faut non seulement que le sujet soit engagé dans une activité qui lui procure un sentiment d'accomplissement, mais il suffit aussi que cette activité, le but que vise cette activité, ait une valeur objective élevée. C'est-à-dire qu'il faut que le but visé par cette activité soit intrinsèquement bon, indépendamment du sentiment que peut en tirer la personne qui accomplit cette activité. Hein, donc la personne qui fait des copies manuscrites de Guerre épée toute sa vie, elle tire peut-être un sentiment élevé, un sentiment d'accomplissement de son activité, mais de notre point de vue, du point de vue objectif, hein, on pourrait dire que même s'il en tire un sentiment élevé, elle ne fait pas grand-chose d'important. Le but visé par son activité, faire plein de copies manuscrites de Guerre épée, n'a pas de valeur objective élevée. Donc il faut non... Wolf résume sa thèse en disant que dans sa thèse, le sens de la vie émerge quand l'attraction subjective que nous avons envers certaines activités parce qu'elles nous procurent un sentiment d'accomplissement rencontre le composant objectif, la valeur objective de ces activités. Voilà. Donc dans l'article que je vous ai donné, Wolf donne 3 critères qui permettent de définir la vie qui a du sens et qui découlent de sa théorie. Il faut que cette vie, la vie qui a du sens, c'est celle qui est engagée dans certaines activités, hein, donc c'est contre l'oisiveté du blog. Comme la vie qui a du sens pour Wolf, elle découle en partie du sentiment d'accomplissement qu'on tire de certaines activités, il faut que cette vie soit engagée dans certaines activités. Il faut que cette activité vise un but, elle ne doit pas être circulaire. Donc l'exemple que donne Wolf de vie qui vise pas de but, c'est par exemple quelqu'un qui travaille beaucoup pour gagner de l'argent et réutilise cet argent par exemple pour gagner encore plus d'argent, etc., etc. Donc là l'exemple un peu plus imagé qu'elle donne, c'est un fermier qui élève des cochons pour gagner de l'argent et pouvoir s'acheter encore plus de cochons et pouvoir gagner encore plus d'argent et pouvoir s'acheter encore plus de cochons. On voit que c'est des activités circulaires qui ne visent aucun but parce qu'elles s'auto-entretiennent. Donc il faut des activités qui ont un but et il faut aussi que ce but ait une certaine valeur. Hein. C'est-à-dire que si notre activité elle vise quelque chose de complètement trivial, elle ne peut pas être une source de sens pour Wolf, parce qu'il faut que l'activité vise une valeur qui est intrinsèquement bonne, qui est objectivement bonne.
Et le troisième critère aussi qu'elle donne, c'est il faut que cette activité soit couronnée de succès. C'est-à-dire que non seulement il faut que je sois engagé dans une activité qui vise un but, une valeur objectivement bonne, mais il faut aussi que cette activité ait un certain succès. C'est-à-dire que par exemple, si je suis une sorte de Mère Teresa, que je dédie ma vie au fait de prendre soin de personnes, d'enfants en difficulté dans un pays du tiers-monde, mais que une milice arrive et zigouille tout le monde, zigouille tous les enfants dont j'étais en train de m'occuper, j'avais beau être engagé dans une activité qui visait une fin qui a une certaine valeur, mais il semble que ma vie n'ait pas de sens parce que mon entreprise a été un échec total. Alors il n'y a pas forcément que ça soit couronné de succès à 100%. Hein. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'un artiste qui consacre sa vie à la recherche de l'œuvre d'art ultime, et qui n'arrive jamais à produire l'œuvre d'art ultime, parce que peut-être que ça n'existe pas en fait, mais qu'il ait produit plein d'œuvres d'art fantastiques sur son chemin, ça peut être un échec de son point de vue, mais bon, il y a quand même un certain nombre de succès à mettre à son actif. Il a produit quand même beaucoup de choses qui avaient une valeur positive. Donc voilà, la vie a un sens, la vie a du sens pour Wolf, quand nous sommes engagés dans des projets, dans des activités qui visent une valeur objectivement bonne, et qui nous procurent du coup un sentiment d'accomplissement. Mais la question c'est, pourquoi ce serait important de s'engager dans des activités visant la réalisation d'une valeur objectivement bonne, hein? On peut comprendre pourquoi c'est important de s'engager dans des activités qui nous amènent un sentiment d'accomplissement, parce que le sentiment d'accomplissement c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'agréable, donc ça il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il faudrait qu'en plus ces projets soient dirigés vers une valeur qui est objectivement bonne? Pourquoi le composant objectif de la vie bonne est important? Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si ce qu'on fait promeut une valeur objectivement bonne à partir du moment où ça nous procure un sentiment d'accomplissement? Eh ben, Wolf a toute une théorie selon laquelle cela nous permet de faire face à l'apparente insignifiance de nos vies. Alors, l'idée de base de Wolf, à laquelle je reviendrai quand on parlera de Nagel, sûrement pas dans cette séance, c'est que l'être humain est capable de prendre plusieurs points de vue différents sur sa propre vie. Il y a le point de vue de la vie ordinaire dans laquelle on est focalisé sur nos buts et les choses ont de l'importance. Hein. Par exemple, il faut que j'ai mes examens, il faut que je travaille. L'examen a beaucoup d'importance, là tout de suite pour moi. Mais de temps en temps, je peux m'élargir. Je peux me demander, est-ce que ce que je fais est important du point de vue de ma communauté? Est-ce que c'est important du point de vue de mon pays? Est-ce que c'est important du point de vue de la planète? Est-ce que c'est important du point de vue de l'univers, carrément? Et c'est là que commence la difficulté, parce que quand je commence à prendre le point de vue de l'univers entier, il semble que mes désirs particuliers, mon envie d'avoir mes examens, mon envie d'avoir un poste fixe, tout ça est en fait très trivial, n'a aucune importance. Hein. Du point de vue de l'univers, il semble que je suis tellement insignifiant que mes désirs et mes buts personnels sont eux aussi insignifiants. Donc là, je prends un exemple de ce point de vue de l'univers dont parle Wolf, donc une illustration assez célèbre, c'est le début d'un texte de Nietzsche qui s'appelle Vérité et mensonge au sens extramoral, qui est un texte non publié de Nietzsche. Hein. Nietzsche n'a jamais publié, ça ne l'empêche pas d'être au centre de beaucoup d'interprétations de Nietzsche, malheureusement. Mais voilà, donc c'est un texte de sa période schopenhauerienne, et voilà comment le texte commence. Il y eut une fois, dans un recoin éloigné de l'univers répandu en d'innombrables systèmes solaires scintillants, un astre sur lequel des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la plus orgueilleuse et la plus mensongère minute de l'histoire universelle. Une seule minute, en effet. La nature respira encore un peu, puis l'astre se figea dans la glace, les animaux intelligents durent mourir. Une fable de ce genre, quelqu'un pourrait l'inventer, mais cette illustration resterait bien au-dessous du fantôme misérable, éphémère, insensé et fortuit que constitue l'intellectuel humain au sein de la nature. Des éternités durant, il n'a pas existé, et lorsque ça en sera fini de lui, il ne se sera rien passé de plus. Car ce fameux intellect ne remplit aucune mission au-delà de l'humaine vie. Il n'est qu'humain, et seul son possesseur et producteur le considère avec pathos, comme s'il renfermait le pivot du monde. Or, si nous pouvions comprendre la mouche, nous saurions qu'elle aussi nage à travers l'air avec ce pathos et ressent en soi le centre volant de ce monde. Donc voilà ce que dit Nietzsche dans ce passage, et voilà, les philosophes se gargarisent de la connaissance humaine, du développement des sciences, de leur capacité à comprendre l'univers. Mais bon, du point de vue de l'univers, l'intellect humain, c'est un truc qui apparaît et qui meurt en une seconde, quoi. Ce sera une petite étincelle très lointaine dans l'univers, ça va pas exister pour bien longtemps, tout le monde sera mort, et puis voilà, ça continuera comme ça. Et puis c'est vrai que, quand on prend ce point de vue-là, hein, le point de vue cosmique, mes propres désirs, ce que je veux, ce que je fais, rien n'a l'air vraiment très important. Et donc c'est de ce point de vue-là que nous nous sentons menacés dans notre importance, nous avons l'impression de ne rien valoir, de ne pas être important. Mais pour Wolf,
une façon d'échapper à ce point de vue, non, pas une façon d'échapper de ce point de vue, une façon de donner à notre vie une importance qui leur ferait défaut quand on prend ce point de vue, c'est le fait de consacrer nos vies à quelque chose qui a une valeur objective. En effet, s'il y a des choses qui ont une valeur objective indépendante de mes désirs, alors même du point de vue où moi et mes désirs n'avons aucune importance, cette chose-là continue à avoir de l'importance. Parce que c'est une chose qui a une valeur objective indépendamment de ce que j'en pense, de mes désirs, de mes attitudes. Et en consacrant une partie de ma vie, en me consacrant à une de ces valeurs objectives, qui peut être le beau, l'art, la connaissance, etc., eh ben, je redonne à ma vie une certaine importance. Alors bien sûr, ce que dit Wolf dans le passage qui est à droite sur cette slide, c'est que ceux qui veulent que leur vie ait une importance au niveau cosmique, que dans l'histoire qu'elle marque l'histoire de l'univers, ceux-là seront toujours déçus. La vie humaine n'a aucune importance à l'échelle de l'univers. L'impact de notre existence sur l'univers est nul, ou alors il est à un chiffre derrière, il est à 50 000 chiffres derrière la virgule. Donc voilà, ces personnes-là, on ne peut pas les satisfaire. Mais on peut se dire que c'est pas grave si notre vie n'a pas d'impact sur l'univers pris en général, à partir du moment où il y a des choses qui ont une valeur intrinsèque et où nous pouvons nous consacrer à ces valeurs-là qui ont une valeur intrinsèque. Donc contrairement à la perspective de Heyer, la perspective de Wolf accepte la distinction entre ce qui semble important et ce qui est vraiment important, entre ce qui est subjectivement important et ce qui est objectivement, réellement en soi important. Mais du coup, dans la thèse de Wolf, la possibilité de la vie qui a du sens dépend d'une thèse métaphysique. Elle suppose l'existence de valeurs objectives qui ne dépendent pas des attitudes humaines. Mais si vous n'acceptez pas cette thèse métaphysique, si vous pensez que c'est une absurdité totale de penser que les choses peuvent avoir une valeur en soi indépendamment de la valeur que les humains leur prêtent, bon, moi c'est ma théorie par exemple, eh ben, et si vous acceptez la théorie de Wolf, vous devez en conclure que la vie ne peut pas avoir de sens, parce que le sens de la vie dépend de l'existence de valeurs objectives. Et du coup, vous tombez dans ce qu'on appelle le nihilisme. Alors, dans les séances précédentes, quand on a vu Nietzsche ou Beauvoir, le nihilisme, c'était plutôt une attitude face à la vie, c'était le fait de prêter de l'importance à rien. Là, dans ce cas-là, le nihilisme, c'est le nom d'une théorie philosophique qui consiste à dire, la théorie, c'est la vie n'a pas de sens. Voilà. Et donc la théorie de Wolf, elle est attractive, mais elle laisse ouvert la possibilité que la vie n'ait pas de sens. Ce qui était complètement une possibilité qui était complètement refermée dans la théorie de Heyer, parce que pour Heyer, c'était pas possible que les choses n'aient pas de sens, n'aient pas d'importance. Voilà, donc ça c'était pour savoir si votre vie avait un sens ou pas. Et maintenant on va passer à la séance sur l'absurde. Voilà, donc maintenant on passe à la séance suivante qu'on n'aura bien entendu pas le temps de finir, qui est donc la dernière consacrée à la philosophie contemporaine avant de rentrer dans certaines notions, et qui est consacrée du coup à une notion qui est la notion de l'absurde. Donc là on a vu la notion du sens de la vie, et un des inverses du sens de la vie, c'est l'absurde. L'absurde, c'est l'absence de sens. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est que l'absurde? Et donc c'est une question qu'on va aborder à travers deux auteurs, un cette semaine et un la semaine prochaine. Le premier auteur c'est Camus et le deuxième c'est Nagel. Et on va voir que les deux ont à la fois des points de contact sur ce que c'est l'absurde selon eux, donc c'est pas complètement... Mais il y a des différences significatives et surtout il y a des différences selon eux sur quelle est l'attitude que nous devons accepter face à l'absurde. Du coup, qu'est-ce que l'absurde? Alors déjà, Albert Camus, donc un écrivain français, je pense que vous le savez, qui est né en Algérie où il passe sa jeunesse dans une famille très pauvre. Il commence ensuite à travailler comme journaliste, il devient temporairement membre du Parti communiste, dont il sera exclu parce qu'il n'est pas vraiment très fan des manipulations politiques et du cynisme politique qui a cours dans le Parti communiste français. Pendant la guerre, il entre dans la résistance et il prend la direction de Combat, qui est une des revues clandestines de la résistance. Et c'est en général un écrivain engagé. Il est un des premiers à écrire contre l'usage des armes nucléaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a très peu d'intellectuels à l'époque qui le font. Aux États-Unis, il y a Hans Combe, qui est une étudiante de Wittgenstein qui est assez célèbre pour ça, et Camus aussi a écrit un texte dès 1945. Il est célèbre pour son engagement contre la peine de mort, contre l'usage de la violence révolutionnaire. Et c'est ce dernier point qui le conduit à une rupture avec une partie des intellects parisiens. Donc il va y avoir une sorte de rupture, très vite après la Seconde Guerre mondiale, il y aura une rupture entre par exemple Camus et Sartre et d'autres existentialistes ou intellectuels parisiens, parce que Camus, comme on va le voir, c'est quelqu'un qui considère que aucune fin ne peut, ou alors très rarement,
ne peut justifier la violence entre le fait de tuer des autres individus. On ne peut pas sacrifier les individus à des fins. C'est un point sur lequel il va vraiment s'opposer à d'autres existentialistes qui soutiennent un peu, par exemple, dans le cas du Parti communiste, l'usage de la violence révolutionnaire. Alors, la bibliographie d'Albert Camus est assez courte, donc tout n'est pas là, mais disons que, comme on va voir, il est mort assez jeune, donc il n'écrivait pas tant que ça, et donc les ouvrages clés sont assez limités. Donc ce qui va faire connaître Camus dans un premier temps, c'est en 1942, c'est la double publication de L'Étranger, donc le roman L'Étranger, que je vous invite à lire parce qu'il est assez court et il est assez intéressant. Et de l'autre côté, de l'essai qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Et donc ça, c'est le cycle de ce que donc Albert Camus a une classification, a lui-même une propre classification des étapes de son travail. Donc ça, c'est ce qu'il appelle le cycle de l'absurde. C'est-à-dire que L'Étranger, c'est le pendant romanesque du mythe de Sisyphe. C'est des choses qui parlent du même thème, qui parlent du thème de l'absurde. Ensuite, on a la publication de son deuxième grand roman, qui est La Peste, en 1947, et de L'Homme révolté en 1951, qui est un autre essai qui fait un peu suite au mythe de Sisyphe. Et là, on est dans le cycle en fait de la révolte. C'est ce qui vient après l'absurde. Donc il y a aussi Les Justes, une pièce de théâtre qui est justement consacrée au fait de savoir à quel point on peut utiliser la violence révolutionnaire. Et son troisième grand roman, publié en 1956, c'est La Chute, qui est vraiment mon préféré dans les trois, même si j'aime bien les trois. Donc je vous encourage beaucoup à lire La Chute, en plus c'est super court. En 1957, il reçoit le prix Nobel de littérature, et en 1960, tragiquement, il meurt dans un accident de voiture. Donc voilà. Et donc Albert Camus se définit toujours comme un écrivain, il n'a jamais réclamé le titre de philosophe, il s'en défend même un peu. Il ne se définit pas comme existentialiste, il a toujours dit qu'il n'a jamais été existentialiste. Toujours est-il que en fait, ses écrits, et en particulier le mythe de Sisyphe, ont beaucoup influencé les réflexions sur l'absurde et le sens de la vie. Même dans la tradition analytique, beaucoup des textes que j'ai cités, par exemple de Woolf, de Richard Taylor, cite Camus, beaucoup plus par exemple que Sartre. Donc voilà, c'est une lecture qui a été la lecture de Camus a été assez influente que dans les deux courants, en tout cas pour tous ceux qui réfléchissent sur le sens de la vie. Donc là, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'essai du mythe de Sisyphe, l'essai qui s'appelle le mythe de Sisyphe, qui est l'essai consacré à l'absurde. Alors il faut savoir qu'on va pas beaucoup parler de Sisyphe, parce que étrangement, dans le livre qui s'appelle le mythe de Sisyphe, la figure de Sisyphe, elle arrive que dans les 5 dernières pages. Elle est absente de tout le reste de l'ouvrage. Donc on parlera de Sisyphe probablement à la prochaine séance, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, pas parce que j'ai pas envie d'en parler, mais vraiment parce que ça arrive tout à la fin de l'essai. Alors le mythe de Sisyphe, je suis désolé de parler de questions comme ça en ce moment où peut-être qu'on a besoin plutôt d'une ambiance plus festive, mais le mythe de Sisyphe s'ouvre sur une question, c'est la question du suicide. Voilà, et de la source du suicide qui est le sentiment de l'absurde. Voilà les premières paroles du mythe de Sisyphe. Il n'y a qu'un problème philosophiquement vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Donc voilà, la question fondamentale de la philosophie, c'est de savoir si la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Le reste, si le monde a 3 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, donc référence à Kant, vient ensuite. Ce sont des jeux, il faut d'abord répondre. Et s'il est vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe, pour être estimable, doit prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au cœur, mais qu'il faut approfondir pour les rendre claires à l'esprit. Si je me demande à quoi juger que telle question est plus présente que telle autre, je réponds que c'est aux actions qu'elle engage. Donc pourquoi penser que la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue est la question la plus importante ? C'est parce que pour Camus, le critère de savoir si une question philosophique est importante, c'est ses conséquences pratiques, c'est les actions qu'elle va engager. Or, du coup, comme l'action qui est déterminée par la réponse à la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est le suicide, c'est forcément la question la plus importante. Comme dit Camus, je n'ai jamais vu personne mourir pour l'argument ontologique. Ce qui prouve que c'est pas une question si importante, finalement. Voilà, donc il va falloir répondre à la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue ou pas, parce que c'est la question qui justifie ou pas le suicide. Alors, cette question va nous amener du coup à la question de l'absurde. S'il est difficile de fixer l'instant précis, la démarche subtile où l'esprit a parié pour la mort, il est plus aisé de tirer du geste lui-même les conséquences qu'il suppose. Se tuer dans un sens, et comme au mélodrame, c'est avouer.
c'est avouer qu'on est dépassé par la vie ou qu'on ne la comprend pas. N'allons pas trop loin cependant dans ces analogies et revenons au mot courant. C'est seulement avouer que cela ne vaut pas la peine. Vivre naturellement n'est jamais facile. On continue à faire les gestes que l'existence commande pour beaucoup de raisons dont la première est l'habitude. Mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude, l'absence de toute raison profonde de vivre, le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Donc voilà, la question c'est de savoir est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue. Et pour Camus, une personne qui se suicide, c'est une personne qui a reconnu, pour qui la réponse à cette question c'est non. Donc la question c'est de savoir est-ce que cette réponse est la bonne réponse. Quel est donc cet incalculable sentiment qui prive l'esprit du sommeil nécessaire à la vie? Un monde qu'on peut expliquer même avec de mauvaises raisons est un monde familier. Mais au contraire, dans un univers soudain privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent un étranger. Donc là, le mot étranger renvoie en partie au roman. Donc l'étranger, c'est celui qui se sent dans un monde qui ne lui est pas familier, qui lui est complètement opaque. Cet exil est sans recours puisqu'il est privé des souvenirs d'une patrie perdue ou de l'histoire d'une terre promise. Donc ça, je vais y revenir après. Ce divorce entre l'homme de sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. Donc le sentiment de l'absurdité, c'est le sentiment de divorce entre l'homme et le monde dans lequel il habite. Tous les hommes sains ayant songé à leur propre suicide, on pourra reconnaître sans plus d'explication qu'il y a un lien direct entre ce sentiment et l'aspiration vers le néant. Donc il y a un lien entre le suicide et l'absurde. Donc il faut comprendre l'absurde pour savoir si ça vaut ou pas la peine de se suicider. Le sujet de cet essai est précisément ce rapport entre l'absurde et le suicide, la mesure exacte dans laquelle le suicide est une solution à l'absurde. Voilà. Donc ça, c'est la question, de savoir qu'est-ce que l'absurde et le suicide est-il vraiment la bonne réponse à l'absurde. Alors cette question de savoir si l'absurde si le suicide est la réponse appropriée à l'absurde, Camus la réinterprète de la façon suivante, c'est de savoir si dire que la vie est absurde et n'a pas de sens, donc ça c'est la thèse, dire que la vie est absurde, c'est dire qu'elle n'a pas de sens, donc dire que la vie est absurde, est-ce que c'est la même chose de dire qu'elle ne mérite pas d'être vécue? C'est la question, et pour Camus, il faut faire la distinction entre les deux questions, c'est très important. Tout contribue ainsi à brouiller les cartes. Ce n'est pas en vain qu'on a jusqu'ici joué sur les mots et feint de croire que refuser un sens à la vie conduit forcément à déclarer qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. En vérité, il n'y a aucune mesure forcée entre ces deux jugements. Il faut seulement refuser de se laisser égarer par les confusions, les divorces et les inconséquences jusqu'ici signalées. Il faut tout écarter et aller droit au vrai problème. On se tue parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà une vérité sans doute inféconde cependant parce qu'elle est truisme. C'est quasiment tautologique. Pour Camus, c'est si on se suicide, c'est parce que la vie n'a pas de sens. Mais la question, donc ça c'est quasiment analytique si on veut. Mais la question synthétique, c'est la suivante, c'est mais est-ce que cette insulte à l'existence, ce démenti où on la plonge, vient de ce qu'elle n'a point de sens? Est-ce que la conclusion selon laquelle la vie ne vaut pas la peine d'être vécue dérive de la conclusion selon laquelle elle n'a point de sens? Est-ce que son absurdité exige qu'on lui échappe par l'espoir ou le suicide? Voilà ce qu'il faut mettre à jour, poursuivre et illustrer en écartant tout le reste. Voilà. La question c'est de savoir, pas si la vie est absurde, parce que ça va être clair, elle l'est, mais comprendre ce que ça veut dire que la vie est absurde pour voir si ça veut dire la même chose que de dire que la vie n'a point de sens. Donc voilà, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'absurde, et l'absurde, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui naît de la rencontre de l'homme et du monde. C'est le rapport même de l'homme au monde, selon Camus. Je disais que le monde est absurde, et j'allais trop vite. Ce n'est pas le monde qui est absurde. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on peut en dire. Voilà, je vais essayer d'expliquer après ce que ça veut dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel, le monde est irrationnel, n'est pas soumis à la raison, et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. Donc, il y a d'un côté le monde qui n'est pas rationnel au sens où il n'est pas complètement pénétrable par la raison. Il résiste à la raison. Il y a quelque chose qui ne se laisse pas subsumer sous la raison dans le monde. Et de l'autre côté, il y a l'homme qui, lui, veut comprendre, veut réduire le monde à des catégories rationnelles, veut pouvoir le comprendre. Et c'est de là que va surgir l'absurde. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est pour le moment leur seul lien. Il les scelle l'un à l'autre comme la haine seule peut river les êtres. L'absurde est essentiellement un divorce. Il n'est ni dans l'un ni dans l'autre des éléments comparés. Il naît de leur confrontation. Sur le plan de l'intelligence, je puis donc dire que l'absurde n'est pas dans l'homme, si une pareille métaphore pouvait avoir un sens, ni dans le monde, mais dans leur présence commune. Il est pour le moment le seul lien qui les unisse. Si j'en veux rester aux évidences, je sais ce que veut l'homme, je sais ce que lui offre le monde, et maintenant je puis dire que je sais encore ce qui les unit. Je n'ai pas besoin de creuser plus avant. Voilà.
Donc en fait, l'absurde, il prend sa source dans le besoin humain de sens, c'est-à-dire que l'homme a besoin de rendre tout, son monde, intelligible, c'est-à-dire quelque chose de on peut rendre raison. Mais le monde ne satisfait pas à cette exigence. Voilà ce que dit Camus. Le désir profond de l'esprit, même dans ses démarches les plus évoluées, rejoint le sentiment inconscient de l'homme devant son univers. Il est exigence de familiarité, appétit de clarté. Comprendre le monde pour un homme, c'est le réduire à l'humain, le marquer de son sceau. L'univers du chat n'est pas l'univers du fourmilier. Le truisme, toute pensée anthropomorphique n'a pas d'autre sens. De même, l'esprit qui cherche à comprendre la réalité ne peut s'estimer satisfait que s'il la réduit en termes de pensée. Donc en fait, c'est ce que comprend l'homme vraiment avant tout, c'est la pensée, parce qu'il est un être de pensée. C'est la raison, parce qu'il est un être de raison. Et comprendre le monde, vraiment comprendre le monde d'une façon qui serait satisfaisante pour l'homme, c'est réussir à en faire quelque chose qui obéirait à une certaine forme de raison, à un enchaînement rationnel. Parce que c'est intimement tout ce que je connais, ce avec quoi je suis familier, c'est la raison, puisque c'est mon essence. Si l'homme reconnaissait que l'univers, lui aussi, peut aimer et souffrir, il serait réconcilié. Si la pensée découvrait dans les miroirs changeants des phénomènes, des relations éternelles qui les puissent résumer et se résumer elles-mêmes, en un principe unique, on pourrait parler d'un bonheur de l'esprit dont le mythe des bienheureux ne serait qu'une ridicule contrefaçon. Cette nostalgie d'unité, cet appétit d'absolu illustre le mouvement essentiel du drame humain. Donc l'homme veut comprendre le monde, veut réussir à être dans un monde qui lui est familier, pas dans une chose où il se sent étranger. Et donc, pour que l'homme se sente dans un monde familier, il faut qu'il arrive à faire du monde quelque chose qui obéit à la raison, quelque chose qui est rationnel, quelque chose qui lui ressemble. Mais le monde ne va pas se laisser réduire à ça. C'est de là que va surgir le sentiment de l'absurde. L'esprit éveillé par cette exigence cherche et ne trouve que contradiction et déraisonnement. Ce que je ne comprends pas est sans raison. Le monde est peuplé de ces irrationnels. À lui seul dont je ne comprends pas la signification unique, il n'est qu'un immense irrationnel. Pouvoir dire une seule fois « cela est clair » et tout serait sauvé. Mais ces hommes à l'envie proclament que rien n'est clair, tout est chaos, que l'homme garde seulement sa clairvoyance et la connaissance précise des murs qui l'entourent. L'irrationnel, la nostalgie humaine, pour ce qui est compréhensible, et l'absurde qui surgit de leur tête-à-tête, voilà les trois personnages du drame qui doit nécessairement finir avec toute la logique dont une existence est capable. Donc voilà. L'absurde en général, c'est d'un côté l'exigence humaine de familiarité, qui se traduit par une exigence de rationalité, parce que c'est la raison, les catégories de la raison qui lui sont familières. Et cette exigence-là, elle se pose au monde, et le monde ne la remplit pas, parce que le monde n'est pas un être rationnel, il n'obéit pas aux règles de la raison. Et alors là, c'est un peu abstrait, mais on va prendre des cas un peu plus concrets pour essayer de voir comment ça marche. Alors voilà, on arrive aux exemples que j'ai donnés, que je vous avais demandé de lire, pour voir si vous arrivez à voir les deux grandes catégories que vous pouvez en distinguer. Alors les termes que j'utilise sont les miens, ne sont pas du tout tels qu'on les trouve dans Camus, mais je pense qu'il est intéressant d'utiliser cette distinction pour mieux comprendre. C'est que d'un côté, on a de l'absurde que je vais appeler épistémique, et de l'autre, de l'absurde pratique. Pourquoi ? Parce que l'homme utilise la raison pour comprendre le monde, mais aussi pour décider quoi faire, c'est la raison pratique. Et le monde va déjouer ses exigences de rationalité dans les deux champs. Et je pense que c'est important de distinguer les deux, parce que souvent, quand on parle du sens de la vie, de l'absurde, on pense que l'existentialisme et des gens comme Camus sont vraiment basés sur le côté pratique. La vie n'a pas de sens dans le sens où j'ai pas de but, rien n'a de valeur. Mais en fait, si on lit par exemple La nausée de Sartre et donc Le mythe de Sisyphe de Camus, on va voir que l'absurde, l'angoisse existentielle, elle n'est pas uniquement du fait que tout ce que je fais n'a pas d'importance, mais aussi du fait que le monde me paraît étranger, qui est plus un absurde épistémique, que le monde est quelque chose qui échappe à ma saisie et à ma compréhension. Donc je commence par l'exemple plus simple d'absurde pratique, qui sont les premiers que donne Camus, c'est « il arrive que les décors s'écroulent », c'est-à-dire que d'un coup l'absurde est révélé. Lever, tramway, 4 heures de bureau d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Donc ça, c'est ce qu'on fait de façon routinière, métro, boulot, dodo. Un jour seulement, le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Comment ceci est important ? La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle augure en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille, elle provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient dans la chaîne ou c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient avec le temps la conséquence, suicide ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose d'écœurant. Ici, je dois conclure qu'elle est bonne, car tout commence par la conscience et rien ne vaut que par elle. Donc, ce que décrit ici Camus, c'est dans la vie de tous les jours, on fait les choses machinalement sans toujours s'interroger sur le but de ces activités. On les fait par habitude.
Mais de temps en temps, on se demande, on prend conscience et on se dit mais pourquoi je fais ça? Hein, le pourquoi ici, c'est la question, pas des causes, mais là c'est la question des raisons. Hein, c'est le pourquoi pratique, c'est de dire dans quel but, à quoi ça sert? Et à partir du moment où on se pose ces questions, qui est une question d'exigence de rationalité, hein, une action rationnelle, c'est une action c'est une action qui est dirigée vers une fin. Hein. Si vous faites des gestes au hasard, c'est irrationnel parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous faites ça. Si vous faites quelque chose dans un certain but, c'est rationnel. Par exemple, si vous prenez un médicament pour guérir, bah, c'est rationnel parce qu'il y a une fin. Maintenant, si vous prenez des médicaments comme ça, vous ne savez pas pourquoi, juste vous aviez envie de le faire, votre action est irrationnelle parce qu'elle ne vise aucun but. Or, là, dans l'exemple que donne Camus, c'est le cas de quelqu'un qui prend du recul sur ses actions et commence à se demander pourquoi. Il cherche une raison, une justification à pourquoi il fait tout ça. Et l'absurde va arriver dans le sens, peut-être parce que on réalise que on faisait ça, mais il n'y a pas forcément de raison, on le fait juste par habitude. Donc on est dans un premier cas où le monde, nos actions violent une certaine exigence de rationalité. De même, et pour tous les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte, mais un moment vient toujours où il faut le porter. Nous vivons sur l'avenir, demain, plus tard, quand tu auras une situation, avec l'âge tu comprendras. Ces inconséquences sont admirables, car enfin il s'agit de mourir. Un jour vient pourtant, et l'homme constate ou dit qu'il a 30 ans. Il affirme ainsi sa jeunesse, mais du même coup il se situe par rapport au temps, il y prend sa part. Il reconnaît qu'il est à un certain moment d'une courbe qu'il confesse devoir parcourir. Il appartient au temps et à cette horreur qui le saisit, il reconnaît son pire ennemi. Demain, il souhaitait demain, quand tout lui-même aurait dû s'y refuser. Cette révolte de la chair, c'est l'absurde. Hein. Ben voilà, dans nos actions, quand on essaye de justifier nos actions, on se projette toujours dans l'avenir. On dit voilà, on fait ça aujourd'hui pour faire ça demain. Puis demain, on fera ça, et puis on fera aussi pour autre chose. Hein, par exemple, on fait des études pour avoir un travail, on fait un travail pour avoir, je sais pas, le moyen de s'établir, d'avoir une famille et des enfants, etc., etc. Mais le problème, c'est que si on prolonge cette chaîne à l'infini dans le futur, on voit bien qu'au bout, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a juste la mort, quoi, au bout d'un moment. Et la mort brise la chaîne. Elle dit qu'en fait, cette chaîne d'action qui vise toujours un nouveau but, à un moment, ben, elle vise rien, parce qu'il y a un moment où elle se finit sur du néant. Et donc là encore, on ne peut pas justifier chaque action en disant voilà, on fera ça pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, en se projetant dans l'avenir, parce qu'il y a un moment où du coup c'est où il y a une fin, où il y a un néant qui vient dire voilà, mais du coup vous faites ça pour rien, parce qu'à la fin il y a juste du rien. Voilà, donc ça c'est pour l'absurde pratique, et il y a l'absurde épistémique, deux exemples que donne Camus, c'est un degré plus bas, et voici l'étrangeté. S'apercevoir que le monde est épais, entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous nier. Au fond de toute beauté gît quelque chose d'inhumain, et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointain qu'un paradis perdu. L'hostilité primitive du monde à travers les millénaires remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus, puisque pendant des siècles, nous n'avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement nous y mettions, puisque désormais les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde nous échappe puisqu'il redevient lui-même. Ces décors masqués par l'habitude redeviennent ce qu'ils sont. Ils s'éloignent de nous, de même qu'il est des jours où sous le visage familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère celle qu'on avait aimée, il y a des mois ou des années. Peut-être allons-nous désirer même ce qui nous rend soudain si seuls. Mais le temps n'est pas encore venu. Une seule chose, cette épaisseur, cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. Donc là, si c'est une expérience que vous n'avez jamais vécue, c'est un peu dur à concevoir. Il y a de très bonnes descriptions de cette expérience dans La nausée de Sartre, où c'est vraiment où les mêmes choses sont données. Alors une expérience similaire, un peu plus simple, c'est la chose suivante. Voilà. On utilise les mots nous sont familiers dans la langue de tous les jours, mais ça vous est peut-être déjà arrivé, des fois, en répétant un mot ou en l'écrivant, de vous dire, mais en fait ce mot, j'avais jamais remarqué, mais il est vraiment très étrange. Je le voyais pas comme ça. Donc ce que décrit ici Camus, c'est une expérience de la même nature. C'est voilà, on a l'habitude des choses, ce sont des choses qu'on utilise, et voilà, c'est des choses qu'on croise dans la vie de tous les jours, mais il arrive des moments où on les regarde un peu plus attentivement, et on peut voir qu'ils sont étranges. On les voyait pas comme ça, ils avaient un certain grain, une certaine chose qui nous échappe. Et ils échappent aux catégories qu'on avait. Hein. Les catégories d'objets qu'on a sont des choses faites par habitude, très abstraites, mais le monde, les objets dans leur côté concret, dans leur côté plein, en fait, ils débordent toujours ces catégories, ils sont toujours étranges et pas réductibles aux catégories. Et donc le monde ne se laisse pas réduire aux catégories de notre entendement. Les objets sont toujours plus que les concepts abstraits dans lesquels on veut les enfermer et à partir desquels on veut les comprendre. Ils ont une sorte d'étrangeté et d'épaisseur qui nous échappe éternellement. Et ça, c'est l'absurde épistémique dans le sens où
notre raison n'arrive pas à saisir le monde dans son entièreté. Il y a quelque chose qui est irréductible à la raison dans le monde qui nous échappera toujours, qui nous sera toujours étranger. Et donc ça, c'est une autre composante de l'absurde. Voilà. Alors là, pour la... alors oui, j'avais oublié celle-là. Donc, et un dernier exemple, bah, que donne Camus, c'est l'exemple de la mort. Et la mort, c'est à la fois quelque chose qui est absurde du point de vue pratique et quelque chose qui est absurde du point de vue épistémique. Pratique parce que la mort met un fin à toutes nos activités, fait que toutes nos activités d'une certaine façon sont vaines, parce que les justifications de nos activités semblent prendre fin quelque part. Hein, c'est-à-dire, on fait ça aujourd'hui pour faire ça demain, pour faire ça après-demain, pour faire ça après-après-demain, et puis on meurt. Ça veut dire qu'on n'existe plus dans le futur. Mais comme on justifie nos actions par rapport à ce qu'on va faire dans le futur, et comme on n'existe pas dans le futur, en fait, il n'y a pas de justification à nos actions. Donc ça, c'est déjà un absurde pratique. Hein. Il n'y a pas de rationalité ultime à nos actions. Il y a aussi un absurde épistémique pour Camus, parce qu'on ne comprend pas la mort. La mort, pour Camus, est incompréhensible. On pense qu'on la comprend, parce qu'on comprend les mécanismes biologiques, mais en fait, on n'arrive pas vraiment à la comprendre au sens personnel. On n'arrive pas à se la figurer. Voilà ce que dit Camus sur la mort. Sur ce point, tout a été dit, et il est décent de se garder du pathétique. On ne s'étonnera cependant jamais assez de ce que tout le monde vive comme si personne ne savait. C'est qu'en réalité, il n'y a pas d'expérience de la mort. Hein, bon, ça on comprend assez bien, parce que si vous faites l'expérience de la mort, en général, c'est que vous êtes mort. Au sens propre, n'est expérimenté que ce qui a été vécu et rendu conscient. Ici, c'est juste s'il est possible de parler de l'expérience de la mort des autres. C'est un succès d'année, une vue de l'esprit, et nous n'en sommes jamais très convaincus. Cette convention mélancolique ne peut être persuasive. L'horreur vient en réalité du côté mathématique de l'événement. Si le temps nous effraie, c'est qu'il fait la démonstration, la solution vient derrière. Tous les beaux discours sur l'âme vont recevoir ici au moins pour un temps une preuve par neuf de leur contraire. De ce corps inerte où une gifle ne marque plus, l'âme a disparu. Ce côté élémentaire et définitif de l'aventure fait le contenu du sentiment absurde. Sous l'éclairage mortel de cette destinée, l'inutilité apparaît. Aucune morale ni aucun effort ne sont a priori justifiables devant les sanglantes mathématiques qui ordonnent notre condition. Voilà, on ne comprend pas la mort. Toutes nos actions, tout ce qu'on fait se dirige vers cet incompréhensible qui met fin à toute action. Et donc non seulement c'est incompréhensible, mais du coup il est impossible de justifier quoi que ce soit parce que au bout du compte il n'y a rien. Voilà. Donc dernière slide pour aujourd'hui, comment est-ce qu'on échappe à l'absurde ? Une façon d'échapper à l'absurde, on l'a vu, consiste à se suicider, mais Camus distingue entre deux formes de suicide, le suicide physique qui est le suicide, le fait de se tuer, mais aussi le suicide, ce qu'il appelle le suicide philosophique. Et qu'est-ce que c'est le suicide philosophique ? C'est une fois qu'on a constaté l'absurde, essayer de se sauver en, par exemple, plongeant dans la religion, comme Kierkegaard, en se disant oui, le monde est incompréhensible, mais derrière le monde, ce qui se cache, c'est une sorte d'absolu, c'est Dieu, c'est quelque chose auquel je peux me rattacher. Donc, d'un côté, on a le choix entre rester rationnel, rester fidèle à la raison, et voir que le monde ne répond pas à notre raison, et donc être plongé dans l'absurde, ou on peut se débarrasser de l'absurde en abandonnant la raison et en s'abandonnant à une transcendance qui viendrait nous sauver. Donc ça, c'est le suicide philosophique. Voilà ce que dit Camus. Cet état de l'absurde, il s'agit d'y vivre. Voilà, il faut vivre dans l'absurde. Je sais sur quoi il est fondé, cet esprit, et ce monde arc-bouté l'un contre l'autre sans pouvoir s'embrasser. Je demande la règle de vue de cet état, et ce qu'on me propose en néglige le fondement, ni l'un des termes de l'opposition douloureuse me commande une démission. Donc c'est comme ça qu'il pense aux gens qui commettent ce qu'il appelle le suicide philosophique, c'est, voilà, moi je sais que le monde est absurde, je suis là, je veux qu'on me dise ce que je veux faire, et puis ces philosophes, ce qu'ils me disent en fait, c'est de nier l'absurde, c'est de nier l'un des termes de l'opposition. C'est de penser qu'il n'y a pas d'opposition entre mon esprit et le monde qui n'échapperait toujours à mon esprit, mais de dire qu'on peut surmonter cette opposition. Je demande ce qu'entraîne la condition que je reconnais pour mienne, je sais qu'elle implique l'obscurité et l'ignorance, et l'on m'assure que cette ignorance explique tout et que cette nuit est ma lumière. C'est l'idée que l'ignorance, en fait, est la preuve de Dieu, par exemple. Mais on ne répond pas ici à mon intention, et ce lyrisme exaltant ne peut me cacher le paradoxe. Il faut donc se détourner. Kierkegaard peut crier, avertir. Si l'homme n'avait pas de conscience éternelle, si au fond de toute chose il n'y avait qu'une puissance sauvage et bouillonnante, produisant toute chose, le grand et le futile, dans le tourbillon d'obscures passions, si le vide sans fond que rien ne peut combler se cachait sous les choses, que serait donc la vie sinon le désespoir ? Ce cri n'a pas de quoi arrêter l'homme absurde. Chercher ce qui est vrai n'est pas chercher ce qui est souhaitable. Si pour échapper à la question angoissée, que serait donc la vie, il faut comme l'âne se nourrir des roses de l'illusion, plutôt que de se résigner au mensonge, l'esprit absurde préfère adopter sans trembler la réponse de Kierkegaard, le désespoir. Tout bien considéré, une âme déterminée s'en arrangera toujours.
Je prends la liberté d'appeler ici suicide philosophique l'attitude existentielle. Mais cela n'implique pas un jugement. Donc voilà. Ici, Camus parle principalement de l'existentialisme chrétien, dans lequel le fait que le monde paraisse absurde et en fait la preuve qu'il faille faire un saut dans la foi et croire et se dévouer à Dieu pour réussir à surmonter l'absurde. Parce que si on croit à Dieu, on croit à quelque chose de rationnel derrière le monde, on lui donne un sens. Et c'est cette attitude que Camus refuse, et c'est pour ça qu'il n'est pas existentialiste et qu'il se rejette toujours, qui rejette l'existentialisme. Et là, vous pouvez me dire, ce sera la dernière question d'aujourd'hui, oui, mais l'existentialisme, il existe un existentialisme athée, qui est celui d'Heidegger ou de Sartre. Alors pourquoi considérer que cet existentialisme-là n'est pas une bonne réponse à l'absurde? Et là, c'est assez compliqué, hein, c'est quelque chose d'assez technique, mais grosso modo, dans la mesure où l'existentialisme athée que connaît Camus, c'est un existentialisme qui découle de la phénoménologie, Camus trouve que c'est un peu le même genre de choses. Pourquoi? Parce que pour Camus, la phénoménologie de Husserl, c'est une autre façon, une autre forme de suicide philosophique, c'est une autre façon de nier l'absurde. Parce que un des composants de l'absurde, comme on l'a vu, c'est de réaliser que je ne comprends pas toujours le monde, hein, que le monde ne se laisse pas réduire aux catégories qui sont celles de mon entendement, mais pour lui, la phénoménologie, comme la phénoménologie réduit le monde à ce qui m'apparaît, en niant qu'il y ait quelque chose de caché derrière, la phénoménologie, c'est encore une façon de nier qu'il existe un monde qui échappe complètement à ma compréhension. En réduisant le monde et les objets à ce qui m'apparaît, à ce qui se donne dans l'intentionnalité, la phénoménologie, pour Camus, c'est encore une forme de façon de vouloir échapper à l'absurde et de vouloir tout rendre rationnel. C'est juste une façon un peu différente. Donc voilà, l'existentialisme, de toute façon, n'est pas une bonne attitude devant l'absurde pour Camus. Alors, quelle est la bonne attitude? C'est ce qu'on verra dans la prochaine séance. Donc voilà, j'arrête là pour l'instant. La prochaine séance, on finira l'absurde et on commencera la séance sur l'amour. Hein, donc la deuxième notion qu'on va aborder, puisqu'on avait déjà abordé la liberté à cause d'un changement de programme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, deux choses. Pour les examens se feront toujours sous la forme d'un oral de 15 minutes sur la base de questions. Je vous donnerai plus de détails exactement dans la prochaine séance. Mais donc, ça se fera par Zoom, hein, donc par entretien vidéo entre chaque étudiant et moi et Laurent de chez Ali. Et ça sera toujours le format qui est prévu à la base. Les seules choses qui changeront, ce sera le temps de préparation. Parce que comme vous êtes chez vous et que vous avez le matériel, c'est pas très clair comment va être gérée la préparation. La deuxième chose que je voulais dire, et après quoi je vous laisse, c'est que ce samedi, le samedi de cette semaine, à 14h, j'ai programmé, avec Florian Forestier, qui est donc le phénoménologue dont je vous avais parlé dans un message, une séance d'introduction à la phénoménologie. Donc ceux d'entre vous qui sont intéressés, c'est pas du tout une séance obligatoire, ce ne sera pas à l'examen, hein, ceux d'entre vous qui sont intéressés par découvrir donc la phénoménologie via un vrai phénoménologue et pas quelqu'un qui, tout au fond de lui-même, pense que tout ça n'a pas vraiment de sens, c'est-à-dire moi, et invités à se connecter samedi, je vous donnerai le lien. Et je vous encourage quand même à venir voir parce que vous êtes à Genève, c'est une tradition plutôt analytique, hein, on va pas se cacher, moi-même, hein, je suis plutôt dans la tradition analytique. Mais je pense que c'est toujours bien de savoir, quitte à choisir une orientation philosophique, je pense que c'est toujours bien d'avoir une idée assez bonne de ce que sont les autres orientations, hein, histoire que votre choix soit vraiment motivé par des raisons, et pas juste par le fait que vous soyez retrouvé dans l'université dans laquelle tel courant est dominant ou pas. Donc voilà, à samedi peut-être, à mercredi prochain dans tous les cas. Voilà.